Salut à tous. On a souvent l'impression que les paysages qui nous entourent, comme les montagnes ou les falaises, ça ne bouge jamais. Et pourtant, on va voir ensemble que même ce qui a l'air le plus solide est en fait en transformation permanente. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective et on mène l'enquête pour comprendre comment nos paysages se sculptent. C'est un sujet super important du programme de géologie en seconde. Alors regardez bien cette photo, c'est assez spectaculaire, hein. Ça s'est passé sur la célèbre falaise d'Étretat en Normandie. Un bloc de roche gigantesque s'est tout simplement décroché pour s'écraser sur la plage. Du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, elle est simple. Comment c'est possible? Quelles sont les forces capables de provoquer une telle cassure? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La première chose à bien retenir, c'est que nos paysages ne sont absolument pas figés. Ils sont en permanence façonnés par des forces naturelles, un peu comme un sculpteur qui travaille un bloc de pierre. C'est un processus qui est hyper lent, la plupart du temps totalement invisible à l'œil nu, mais qui, à la longue, peut provoquer des événements aussi impressionnants que l'effondrement qu'on vient de voir. Parfait. Pour comprendre cette transformation, il faut qu'on s'intéresse au mécanisme principal, l'érosion. Imaginez l'érosion comme une sorte de double attaque qui s'acharne sur les roches. On va regarder ça de plus près tout de suite. Alors, penchons-nous sur ce schéma. Il nous montre les deux visages de cette attaque. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'altération physique ou mécanique. Ça, c'est la force brute, les vagues qui viennent taper sur la falaise, ou l'eau qui s'infiltre dans une fissure, qui gèle, qui gonfle et qui fait littéralement éclater la roche. De l'autre côté, on a l'altération chimique, beaucoup plus discrète, plus sournoise. Là, l'eau se comporte comme un acide et elle va dissoudre certains minéraux de la roche. C'est exactement comme quand on met un sucre dans un café. La roche est rongée de l'intérieur et elle devient super fragile. Bon, ce double processus, à la fois physique et chimique, il a un nom scientifique, c'est l'altération. Ça, mot important à noter, c'est vraiment l'ensemble de tous les mécanismes qui vont fragiliser la roche et la préparer à être détruite. C'est la toute première étape de l'érosion. Et dans notre enquête, on a clairement un suspect numéro 1. Que ce soit pour frapper la roche, pour s'infiltrer dedans ou pour la dissoudre chimiquement, l'eau est quasiment toujours là. C'est elle le vrai moteur de la transformation des paysages. D'accord, donc l'eau attaque les roches. Mais alors, une question se pose. Pourquoi une falaise de craie en Normandie ne ressemble pas du tout à une montagne de granit dans les Alpes? La réponse, c'est que l'érosion ne se passe pas de la même manière partout. Elle dépend de plusieurs facteurs. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Le tout premier facteur, c'est la roche elle-même. Toutes les roches n'ont pas la même solidité, la même résistance face à l'érosion. C'est un peu comme si on essayait de rayer du bois ou de l'acier. L'un est évidemment beaucoup plus résistant que l'autre. Pour les roches, c'est pareil. Ce schéma illustre ça parfaitement. D'un côté, le granit. C'est une roche très dure, mais l'altération finit quand même par le décomposer en gros blocs tout ronds et en sable grossier qu'on appelle une arène granitique. De l'autre côté, on a le calcaire. Lui, il est beaucoup plus sensible à la dissolution par l'eau. Résultat, ça donne des paysages très creusés, avec des failles, des grottes. On appelle ça un paysage karstique. On le voit bien, deux roches différentes, deux paysages complètement différents. Le deuxième facteur qui va tout changer, c'est le climat. La température et la quantité de pluie vont jouer un rôle énorme et décider quel type d'altération va être le plus efficace. Analysons ce tableau ensemble. On va comparer la première ligne, Vannes en Bretagne, avec la deuxième, Trivandrum en Inde. On voit tout de suite que la température et les pluies sont beaucoup plus élevées en Inde. Et la conséquence? Il suffit de regarder la dernière colonne. En climat tropical, c'est l'altération chimique qui domine. Pourquoi? C'est simple, la chaleur accélère les réactions chimiques et l'eau, très abondante, dissout les roches beaucoup plus vite. C'est ça qui explique les sols très rouges qu'on peut voir là-bas, qui sont gorgés d'oxyde de fer. Enfin, troisième et dernier facteur clé, c'est un véritable protecteur de la roche, la végétation. Et on va voir que les plantes jouent un rôle absolument essentiel. Regardez bien cette comparaison, les chiffres sont impressionnants. Un sol nu, sans aucune végétation, peut perdre plus de 12 tonnes de terre par hectare chaque année, juste à cause de la pluie. Maintenant, regardons le même sol, mais cette fois recouvert de végétation. La perte n'est que de 100 kg, c'est plus de 100 fois moins. Alors comment ça marche? C'est tout simple. Les feuilles amortissent le choc des gouttes de pluie et surtout, les racines tiennent le sol comme un filet géant. La végétation, c'est un véritable bouclier anti-érosion. Et voici un exemple malheureusement très parlant de ce qui arrive quand ce bouclier disparaît. À la frontière entre Haïti et la République dominicaine, la déforestation est massive du côté haïtien. Le résultat est immédiat, les sols ne sont plus protégés. Dès qu'il y a de fortes pluies, un ruissellement énorme arrache toute la terre et les rivières deviennent marron, complètement chargées de boue. C'est la preuve que les actions de l'homme peuvent accélérer l'érosion de façon dramatique. Ok, on a vu comment la roche se fait attaquer et fragiliser. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, tous ces morceaux de roche, tous ces débris?
Ils ne restent pas sur place, bien sûr, ils vont commencer un très long voyage. Dans cette dernière partie, on va jouer les détectives et suivre leurs traces. Allez, suivons le parcours d'un simple galet, comme le montre ce schéma. Tout en haut, près de la montagne, les morceaux de roche qui viennent de se casser sont gros et pleins d'angles. Pendant qu'ils sont transportés par la rivière, ils se cognent les uns contre les autres, ils se frottent, ils se polissent. Et le résultat, loin en aval, on ne retrouve plus que des galets bien plus petits, tout ronds et tout lisses. C'est une info super importante, le transport, lui aussi, use les roches. C'est aussi une forme d'érosion. Mais attention, une rivière ne peut pas tout transporter. Sa force dépend de la vitesse de son courant, comme le montre ce graphique. Un torrent de montagne, qui dévale la pente, a assez d'énergie pour charrier d'énormes blocs. Mais quand la rivière arrive dans la plaine, son courant ralentit. Elle perd de l'énergie, et elle est obligée de lâcher ce qu'elle transporte. D'abord les plus lourds, bien sûr, les blocs, puis les graviers, puis le sable. Le courant fait donc naturellement un tri des sédiments par taille. Et que deviennent les particules les plus fines? Regardez ce tableau, c'est juste fascinant. Un grain de sable peut déjà voyager sur presque 2 km, mais une particule d'argile, qui est microscopique, elle peut être transportée sur 18 000 km. Elle reste en suspension dans l'eau. C'est comme ça qu'un morceau de roche érodé dans l'Himalaya peut se retrouver sous forme de sédiment au fin fond de l'océan Indien. On peut donc maintenant donner une définition complète et précise de ce qu'est l'érosion. C'est à noter dans le cours. L'érosion, ce n'est pas juste l'usure de la roche, c'est bien tout le processus qui comprend l'altération de la roche et le transport des sédiments. C'est cet ensemble qui sculpte les paysages. Allez, on fait le bilan de notre enquête. C'est le moment de synthétiser ce qu'il faut retenir. Premièrement, les paysages sont en changement constant, même si c'est très lent. Deuxièmement, l'eau est l'agent numéro 1 de l'érosion via l'altération physique et chimique. Troisièmement, 3 facteurs contrôlent la vitesse de l'érosion, la nature de la roche, le climat et la végétation. Et enfin, quatrièmement, le transport par l'eau trie les sédiments par taille et les use en chemin. C'est tout ce processus qui façonne les paysages qu'on connaît. Et pour finir, il faut bien comprendre que l'érosion, ce n'est pas juste un phénomène naturel abstrait. Ça a des conséquences bien réelles sur nos sociétés. Un exemple très connu, les temples d'Angkor au Cambodge. Eh bien, ils sont menacés par l'érosion. Le ciment calcaire qui soude les pierres est dissous par les pluies tropicales et le phénomène est aggravé par la déforestation autour du site. Comprendre l'érosion, c'est donc aussi crucial pour protéger notre patrimoine. Notre enquête s'arrête ici, avec tous ces sédiments qui se déposent au fond des mers et des lacs. Ils s'accumulent en couches pendant des millions d'années. Mais la grande question c'est, que deviennent-ils ensuite? Comment ces sédiments peuvent-ils former de toutes nouvelles roches? Ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre sur les roches sédimentaires. J'espère que cette analyse vous a aidé à mieux comprendre l'érosion. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager. À bientôt!